maçonnerie à tout moment. Vous avez donc signé cette année un nouveau roman, comme à tous les fins d'été, début d'automne. Cette année, c'est La nostalgie heureuse, hein, le roman du retour au Japon qui complète, à moins que ce soit l'inverse, un documentaire qui est passé sur France 5 dans la collection Empreinte. Et puis peut-être, comme nous sommes en Bretagne, certains d'entre vous sont allés cet été jusqu'à Vitré pour voir Majuscule, le grand double d'Amélie Nothomb, une grande marionnette que vous voyez comme ça de temps à autre. Vous prenez des nouvelles d'elle ou pas du tout? J'ai régulièrement des nouvelles de ma géante, c'est-à-dire moi multiplié par 4, via les gens du nord de la France qui l'ont construite. C'est très impressionnant d'avoir une géante. Par exemple, elle est évidemment beaucoup mieux que moi. J'ai tout fait pour que ce soit elle qui me remplace ce soir, mais ça n'a pas été possible. Enfin, pour vous dire, elle a des cheveux en crème cheval. Ça c'est l'effet d'avoir. Il faut 4 hommes pour la porter. Je suis très impressionnée de penser qu'il existe une version de moi comme ça. Alors donc vous signez La nostalgie heureuse, le retour au Japon, pays dans lequel vous êtes né, dans la ville de Kobe, pays dans lequel vous êtes revenu pour au début de votre vie professionnelle, hein, vous avez raconté tout cela, mais est-ce que ce livre, et c'est ma première question sur ce roman, a été très différent de tous les autres à écrire, à la fois parce qu'il est plus intime, mais vous étiez déjà présente dans les autres livres, mais parce qu'à la fois c'était pour vous un moyen de confronter vos souvenirs à la réalité du pays, et puis surtout de retrouver les personnages, notamment Rinri, votre fiancé que vous avez raconté il y a 5 ans dans Ni d'Ève ni d'Adam, et donc voir comment est-ce que lui avait lu votre version de l'histoire. Ça a été un livre tout à fait différent de tous les autres. Alors évidemment, en tant que mère, je suis la mère de tous mes enfants. En tant que mère, chaque fois que j'accouche d'un nouvel enfant, je trouve que c'est chose qui est différent de tous les autres. Mais en même temps, j'ai le sentiment d'avoir profondément raison. C'est vrai que c'est pas la première fois que j'écris un livre autobiographique, mais c'est la première fois que j'écris un livre autobiographique avec si peu de recul. Normalement, quand j'écris de l'autobiographique, le délai le plus court entre les faits relatés et le moment de l'écriture est de 8 ans. 8 ans, c'est pas mal. Là, il y avait 3 semaines entre les faits relatés et le moment de l'écriture. Il n'y avait pas de digestion. J'étais encore sous le coup de l'émotion. Ça partait tout seul, dans l'urgence. Pour la raison la plus bête du monde, c'est-à-dire que je revenais du Japon et que tout le monde me disait « Alors, comment ça s'est passé ?» Et moi, comme une idiote, je disais « Ah, c'était génial !» Et puis je me disais « Mais qu'est-ce que tu as dit quand tu dis ça? Quand tu as dit c'était génial, et tu ne dis rien. Ce voyage était tellement fort, tu as retrouvé ta mère japonaise, tu as retrouvé ton fiancé japonais, et tout ce que tu as à dire, c'est que c'était génial. C'est tellement affligeant. Il faut que tu aies quelque chose d'autre à dire, et il faut que tu aies quelque chose d'autre à dire avant d'avoir vu le documentaire, parce que j'avais été filmée. J'avais accepté dans un état de légèreté, dû en grande partie à la boisson, j'avais accepté de tourner un documentaire au Japon. L'idée était de tourner mes retrouvailles avec le Japon. Moi, j'ai accepté tout de suite pour une raison simple, c'est que je me suis dit, qui voudra financer le projet? Les gens s'en fichent éperdument de mon retour au Japon. Je dis oui, bien sûr. Manque de bol, 3 semaines plus tard, entre le financement. Donc, je devais retourner au Japon avec les caméras de France Télévisions braquées sur moi. Déjà, personne n'est prêt à retrouver les lieux de son enfance avec les caméras de France Télévisions braquées sur moi. Moi, pas plus que les autres. Bon, j'avais donné ma parole, donc je devais y aller. Et puis là, miracle, ça se passe extraordinairement bien. Finalement, France Télévisions ne me gêne pas du tout, les caméras sont sur moi tout le temps, mais bizarrement, je m'en fiche. Tout est plus fort que la caméra. Retrouver le pays est plus fort que tout. Retrouver ma maman est plus fort que tout. Retrouver le fiancé de mes fiancés, retrouver le fiancé de mes 20 ans, c'est plus fort que tout. Et je m'en fiche éperdument qu'une caméra me poursuive, on s'en fiche. La caméra est une étrangère qui est là, on ne sait pas ce qu'elle fait. On est entre nous, il y a la caméra, elle a par accident. Et finalement, ça me fait un bien fou parce que je suis victime d'une grave maladie, c'est que je ne sais pas quelle est la différence entre la réalité et l'irréalité. Je ne suis pas sûre que ce qui a lieu maintenant a lieu vraiment. Je ne suis pas sûre que ce n'est pas un rêve, un résultat de l'alcool, un résultat de mon désir de vous retrouver. Il y a beaucoup de gens ici que je connais. Je ne suis pas sûre que tout ceci est réel. Je retrouve au Japon, c'est réel. Il y a des gens qui se souviennent de moi, des gens qui se souviennent de mes 4 ans. On ne peut pas inventer ça.
On peut inventer beaucoup de choses, mais on ne peut pas s'inventer de soi à 4 ans. Si des gens se souviennent de vous à 4 ans, c'est que vous avez vraiment été là. Il y a un jeune homme qui se souvient de moi à 20 ans, qui était mon amoureux. Je dis, non, de vieille, il se souvient de moi, c'est dingue. Et tout est parfait. Ma maman japonaise se souvient de moi, le jeune homme japonais ne m'en veut pas alors que je l'ai quitté une semaine avant la date prévue pour le mariage. Vous me direz, mieux vaut une semaine avant qu'une semaine après. Tout va tellement bien que ça fait peur. Et comment expliquer ça, quoi? Finalement, c'est la tragédie de tout le monde. Nous avons tous une enfance, nous avons tous une jeunesse, nous sommes tous des survivants, nous avons survécu à tout ça. Presque tous, nous avons eu un amoureux à 20 ans ou une amoureuse à 20 ans, et puis c'est rare qu'on reste. Parce qu'on a envie de voir ailleurs, on a envie de voir d'autres personnes. On se dit pourquoi je prendrais le premier venu, après tout, je n'ai pas essayé d'autres, essayons d'autres, etc. Et puis, dans mon cas, la géographie m'a aidée puisque j'étais à l'autre bout du monde, donc je me disais c'est moins grave, forcément le fiancé il m'a oublié, je suis à l'autre bout du monde, je suis de retour en Belgique, puis en France, ce pays mystérieux. Et puis me voici de retour au Japon, je retrouve le fiancé qui m'aimait et il a refait sa vie, tout va bien. Et je lui ai dit, tu m'en veux pas? Il dit, non, écoute, on avait 20 ans, c'était pas grave. Il m'en veut même pas. Moi qui ai bâti toute ma vie sur la culpabilité, j'ai un complexe de culpabilité extraordinaire. Je ne sais pas quelle est l'explication d'un tel complexe de culpabilité, mais je vis avec. Je découvre que le complexe de culpabilité sur lequel j'ai bâti ma vie n'existe pas. Que j'ai honte pour rien, et je suis quand même là. Ça fait bizarre. Je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant sur le sentiment de réalité ou d'irréalité. Vous avez dit que le Japon était peut-être pour vous le pays le plus réel, je caricature un petit peu, mais est-ce que ça a vraiment été le cas? Parce que le Japon faisait partie de vos souvenirs, les souvenirs peuvent être un peu transformés, et quand ce voyage, ce retour s'envisage de manière plus certaine, vous essayez d'avoir le numéro de téléphone de votre ancien fiancé, vous essayez d'avoir le téléphone de l'ambassade de Belgique au Japon, et à chaque fois on vous dit qu'il n'existe pas. Ça n'existe pas, je vous dis. Donc c'est vrai, les gens, mes détracteurs qui disent que j'ai tout inventé ont raison. Il n'existe pas de Belgique. Il n'existe a fortiori pas d'ambassade de Belgique au Japon. Je ne suis pas née dans ce pays où je n'ai jamais vécu. Et puis finalement, je retrouve l'archipel, je retrouve le sol japonais, et je retrouve des traces de ma vie. Je retrouve la photo de classe. Les photos de classe, ça ne peut pas mentir. Pour trouver la photo de classe de vos 4 ans, avec votre gueule dessus, vous n'avez pas pu trafiquer ça. Hein. C'est pas possible. Ça fait un effet. Et puis, vous retrouvez une vieille dame qui dit « Mais oui, je me suis occupée de toi quand tu étais petite. » Vous ne pouvez rien contre ça. Quelle est la question? La question, c'était sur le sentiment d'irréel et de oui, réalité. Oui, le sentiment d'irréalité. Justement, c'est ça la réalité. C'est la réalité, c'est... Maintenant, je suis écrivain, donc forcément, plus personne ne me croit. Les gens se disent, elle a été écrivain, elle raconte n'importe quoi. Mais je n'ai pas toujours été écrivain. J'ai été une personne avant d'être écrivain. À 4 ans, on n'a pas inventé. Donc ces souvenirs-là sont vrais. Je retrouve la maman de mes 4 ans et je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que tu es devenue? Je lui dis, je suis un écrivain connu. Regarde, tout ceci est raconté en japonais. Il faut savoir que je parle aujourd'hui japonais comme une vache espagnole. Donc j'explique à la dame japonaise que je suis devenue un écrivain connu. Elle pense, mon Dieu, la pauvre, elle pense qu'elle devient un écrivain connu. Elle ne se rend même pas compte qu'elle méprise à peine le langage. Donc laissons-la dans son illusion. C'est formidable, c'est devenu un écrivain connu, c'est génial. Et tous les Japonais m'accueillent comme ça au fond. Et malgré tout, tout est miraculeux. Pourtant, j'ai écrit un portrait à charge sur le Japon qui s'appelle Stupeur et Tremblement. Les Japonais... Votre éditeur vous le dit, hein, vous avez été un petit peu fort dans l'entreprise. Bon, il y a une femme qui est à côté, la traductrice, qui dit non, pas du tout. Ça, c'est extraordinaire. Donc, je retrouve mon éditeur japonais qui m'engueule en disant, écoutez, pourquoi avez-vous écrit Stupeur et Tremblement? Vous vous rendez compte que moi, je suis votre éditeur. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde aux gens qui me demandent pourquoi vous avez écrit Stupeur et Tremblement? Et moi, déjà, j'ouvre la bouche pour m'excuser en disant, mais en effet, qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ce livre? C'est n'importe quoi. Et à ce moment-là, ma traductrice, une vraie japonaise, s'interpose en disant, mais pas du tout, Amélie-san a raison sur la femme japonaise, c'est scandaleux. Ce qu'Amélie-san a raconté, c'est rien comparé à la réalité. Elle est tellement polie, la réalité est bien pire. Moi, je suis là. Querelle politique entre japonais. J'ai une petite auréole sur ma tête. Je dis, bien,
moi qui me sens coupable de tout, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que Fukushima, j'y suis pour rien. Je voudrais vous expliquer une phrase de votre livre, parce que là vous êtes déjà parti sur le Japon, mais je voudrais m'intéresser à la période avant ce retour, Oui. qui commence à s'imaginer, parce qu'il prend quand même de la place dans votre livre, cet avant, vous redoutez d'ailleurs d'y venir, c'est un peu l'équipe de télévision qui vous pousse à y aller, Oui. et vous dites que finalement c'est pas le Japon qui vous a fondé, mais c'est le manque de Japon. Mais mon expérience est particulière et en même temps je crois qu'elle est très banale. C'est-à-dire que j'ai été expulsée du paradis perdu à l'âge de 5 ans. C'était le Japon, c'était les braves manounous japonaises. Donc a priori ça allait être une expérience particulière. Cependant, j'ai reçu tellement de lettres de gens qui me disaient j'ai vécu la même histoire sans pouvoir autant avoir vécu au Japon. Je crois que finalement le paradis perdu dont nous avons été expulsés, c'était l'enfance. Et à 5 ans, on a tous perdu quelque chose, que ce soit une nounou, que ce soit un déménagement. Généralement, 5 ans, c'est l'âge où on commence l'école maternelle, donc c'est juste horrible. On est envoyé chez des inconnus, là, on doit s'adapter au monde réel, on entre en relation avec les gens, on n'est plus le maître du monde, c'est juste horrible. C'est très dur pour tout le monde, en fait. Mais le manque de Japon, il faut aussi s'est construit là-dessus parce que c'était le Japon de votre enfance, Oui. mais c'est aussi en comparaison avec le pays dans lequel vous avez atterri juste après, c'est la Chine de la fin d'Ère Mao. Il est vrai que la Chine de 1972, c'était quelque chose. Je suis arrivée en Chine en 72, j'avais 5 ans. J'arrive dans la Chine de Mao. C'est pas pour rien qu'on a dit que c'était un pays abominable. C'était un pays abominable. Les gens disparaissaient du jour au lendemain sans laisser de traces. Moi, je quittais un pays libre. Le Japon, malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est un pays libre. J'arrivais dans cette Chine-là, qui était une Chine concentrationnaire. Tous les étrangers dont je faisais partie étaient incarcérés, c'est-à-dire que nous étions vus comme contaminés idéologiquement et soigneusement isolés des autres Chinois parce que nous aurions pu leur enseigner comment ça se passait ailleurs. Donc moi à 5 ans comme les autres. C'est vrai qu'à 5 ans je ne comprenais pas au juste en quoi consistait le communisme, mais j'avais compris une chose, c'est que jusqu'à mes 5 ans j'avais vécu en liberté, à partir de mes 5 ans je vivais en prison et qu'on ne pouvait plus sortir. Donc, s'il y a des Chinois dans la salle, je dois avouer que ça a été difficile pour moi, la Chine, et encore pour moi, enfin, entre la Chine et le Japon, il faut choisir son camp. Ce sont des pays ennemis traditionnellement, mais mon pays, c'est le Japon. Et ce manque de Japon, alors pas de l'âge de 5 ans à ce livre, mais à partir du moment où vous avez commencé à écrire, est-ce que vous avez essayé justement de le soigner par la littérature? Bien sûr, j'ai lu tout ce qu'on pouvait lire de japonais. La littérature japonaise est une des plus fascinantes au monde. Il y a la fameuse triade de classiques, Mishima, Kawabata, Kamizaki, on n'a jamais fini de les lire. Il y a des nouveaux écrivains japonais qui sont tous plus extraordinaires, les deux Murakami, Yoko Ogawa, tant d'autres. J'ai eu beau lire tous les écrivains japonais, il restait ce manque. Quel était le pays de mon enfance? Et puis j'y suis retournée à 21 ans, avec le désir ferme de devenir japonaise. Ça donnait lieu à des désastres que je raconte dans des livres intitulés Stupeur et tremblement, et Nida dans le désastre professionnel et le désastre amoureux. C'est très difficile de devenir japonais. Même si on y est né, ça ne suffit pas. Oui, il y a l'idée aussi la pureté du sang au Japon. C'est une île qui a été peu envahie, donc peu de contact avec les autres. Je pense que devenir français ou devenir belge est difficile, mais devenir japonais est 1000 fois plus difficile. Même pour les Japonais qui ont été exilés en Corée Même pendant pour les Japonais exilés. Le Japon est le seul pays au monde où il existe des centres de reconditionnement pour les Japonais ayant vécu à l'étranger. Il suffit d'avoir vécu 2 années à l'étranger, surtout si on est jeune, pour devoir passer par un de ces centres de reconditionnement où on vous reconditionne pour devenir un Japonais opérationnel. Alors quand vous êtes revenu donc au Japon, ce n'était pas dans un de ces centres-là, mais est-ce que vous avez été accompagné du sentiment d'un véritable retour chez vous, au retour dans un pays qui fait partie de votre identité? Le pays a beaucoup changé. Le pays a beaucoup changé, en même temps il n'a pas changé du tout. Alors, prenons le fameux voyage qui fonde la nostalgie heureuse, avril 2012. Donc je suis presque aussi déjà brique maintenant. Je retrouve les lieux de mon enfance, de ma naissance, qui ont été totalement détruits par les tremblements de terre de 95. À Kobe, au Kobe. Et je ne reconnais rien si ce n'est les égouts.
Là, je suis avec l'équipe de France 5, qui me dit qu'est-ce que vous reconnaissez? Je dis filmer les égouts, ils n'ont pas changé du tout. Les gens de France 5, je me regarde, elle est folle. C'est la première fois de notre vie qu'on peut filmer le Japon. Elle s'imagine qu'on va filmer les égouts. Mais les égouts, c'est tout ce qui me parle. Moi, j'ai mon nez dans les égouts. Autant je vous assure, ils n'ont pas changé du tout depuis le tremblement de terre. Les gens s'en fichent complètement. Bon. Et puis, heureusement, arrive une séquence nettement plus fédératrice. On retrouve la nounou, miracle. La nounou a survécu. Elle a 79 ans. Elle mesure 1,50 m. Dans mon souvenir, c'était une femme grande. Et je retourne une femme toute petite, malade, en mauvaise santé, abandonnée. Ça, c'est terrible, parce que je l'aimais, quand j'avais 5 ans, je l'aimais autant que ma mère. Vous imaginez retrouver à 44 ans une femme qu'on aime autant que sa mère, qu'on n'a plus vue depuis. Et tout est perdu, et en même temps, tout est possible. En même temps, je me souviens très bien que quand je vivais à Tokyo, je lui avais téléphoné en lui disant « Mais viens me rejoindre, viens à Tokyo !» Et elle m'a dit « Tokyo, mais tu es folle, qu'est-ce que j'irais faire à Tokyo? Tokyo est une si grande ville. » Maintenant que je vis à Paris, comment est-ce que je pourrais lui dire « Mais viens me rejoindre à Paris !» Déjà que Tokyo c'était trop grand, trop loin pour elle. Comment est-ce qu'elle pourrait me rejoindre à Paris? C'est pas possible. Donc, en même temps, je retrouve ma maman, et en même temps, ce sont des adieux. Parce que je sais que c'est la dernière fois de ma vie que je la verrai. Donc c'est inespéré, je pensais déjà pas la revoir. Mais je la revois pour lui dire adieu, c'est terrible. Puis il y a quelques trous de mémoire, c'est-à-dire que Fukushima qui vous a marqué, qui marque évidemment ce livre, pour elle, elle n'en a pas entendu parler. D'ailleurs, votre fiancé vous dit que si elle s'est souvenue de vous et pas de Fukushima, c'est parce que vous étiez les deux la plus grande des catastrophes. C'est vrai que je suis bien pire. Il faut reconnaître que je suis bien pire que Fukushima, il avait tout à fait raison. Mais c'est là qu'il y a, franchement, on peut avoir quelques espoirs dans la vieillesse. La vieillesse, je parle de la grande vieillesse, est cet âge miraculeux où l'on peut faire abstraction des vraies catastrophes. Je retrouve ma nounou, elle a 79 ans, c'est 1 an après Fukushima, je lui dis oh, Monsieur San, comment avez-vous vécu Fukushima? Je retrouve une dame qui vit devant la télévision est allumée tout le temps dans son salon. Je me dis, forcément, elle sait ce que c'est que Fukushima, tout le Japon sait ce que c'est que Fukushima. Elle me répond Fukushima, jamais entendu parler. Je dis oui, Fukushima. Je me dis, c'est vrai que je parle tellement mal japonais. J'appelle l'interprète pour qu'il lui explique. L'interprète japonais me dit pardon madame, qu'est-ce que vous avez pensé de Fukushima? Elle répète, mais Fukushima, jamais entendu parler. Ça nous laisse de l'espoir. Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, quand la réalité devient vraiment trop intolérable, on peut décider qu'on n'assimile plus ces choses-là. Eh bien, moi, je suis pressée d'avoir cet âge-là. Je suis pressée d'atteindre un âge où, quand il arrive des choses vraiment trop graves, on peut décider qu'on ne sait même pas ce que sont ces choses-là. Bon, je reviens sur ma question, quel Japon vous avez retrouvé de votre part d'enfance, parce que on vous connaît, Amélie Nothomb, notamment pour avoir une mémoire assez incroyable, sauf que cette mémoire, elle a quelques petites failles, notamment l'école. C'était ça que je fais allusion. Il y a quelques petites failles, notamment à l'école. Vous retrouvez l'école, vous retrouvez la table, vous retrouvez les activités, sauf que vous étiez persuadé que c'était une école où les institutrices étaient des infirmières. Sauf que comment s'appelle l'école? Mais l'école s'appelle l'école Sainte-Marie, et c'est là que je découvre que mon école maternelle japonaise était catholique. J'avais pas compris. Mais forcément, moi je ne savais pas ce que c'est que le catholicisme. Mes parents m'avaient inscrite à une école japonaise catholique. Il y avait bien sûr une dame avec un voile sur une statue à l'entrée de l'école, mais je n'avais pas compris que c'était la Vierge Marie, je ne savais pas qui était la Vierge Marie. Et les dames dans l'école étaient habillées comme des infirmières, je n'avais pas compris que c'était des bonnes sœurs. Je pensais que c'était des infirmières, je trouvais tout à fait normal qu'on me mette parmi des infirmières. Je trouverais encore tout à fait normal qu'on me mette parmi des infirmières. Donc c'est là que j'ai compris que j'ai suivi finalement un enseignement catholique sans même m'en rendre compte. Ça vous a pas ni marqué ni traumatisé? Pas plus qu'autre chose, vous savez, c'est une religion qui octroie le pardon. On revient au sentiment de culpabilité de talent. En ça, vous êtes très catholique, du coup. C'est vrai. Alors, ce retour au Japon, est-ce que vous l'attendiez, est-ce que vous l'espériez? Parce que vous avez mis beaucoup de temps à venir au Japon, on
vous l'a dit, c'est l'équipe de télévision qui vous a poussé à ce retour, mais ce livre, il est quand même fait de moments que vous retardez. C'est-à-dire vous passez du temps à raconter avant le départ, vous le redoutez, vous êtes très fébrile. Peut-être les pages où je vous montrais la plus fragile. Pareil avec Rinery, moi j'ai, enfin peut-être ma lecture, mais quand vous le retrouvez, rien qu'avant de le retrouver, vous passez des pages à raconter le temps, la ponctualité légendaire des Japonais par rapport au retard des Français. Voilà, comme si jamais vous redoutiez le moment des retrouvailles. Mais les retrouvailles, c'est ce qu'on désire le plus au monde, et en même temps, c'est ce dont on a le plus peur au monde. Et qu'est-ce qu'on a raison. Là, excusez-moi, je vais jouer à la grand-mère, mais jeune homme, vous verrez quand vous aurez mon âge. Retrouver les témoins de son enfance, retrouver son amour de jeunesse, mais il faut un courage fou. Bien sûr, c'est ce que je désirais le plus au monde, mais il faut un courage fou pour affronter ce qu'on désire le plus au monde. Alors, moi, c'était dans des circonstances particulières. C'était avec la télévision, à cause de la télévision, grâce à la télévision. C'est vrai que quand cet auteur de documentaire m'a proposé ce documentaire sur mon retour au Japon, j'ai accepté tout de suite, comme une vraie japonaise, parce que je me suis dit, acceptons, c'est sans danger. Pourquoi est-ce que France Télévisions ait financé un documentaire sur mon retour au Japon? Mais qu'est-ce que les gens s'en fichent que je retourne au Japon? Jamais ils trouveront un financement. Accepte, Amélie, c'est sans danger, comme ça tu seras poli avec cette femme, et en même temps, ça ne te mènera nulle part. Manque de bol. 3 semaines plus tard, on a le financement. France Télévisions me filme. Donc, je dois honorer mon engagement. Et c'est là que je lis cette tragédie. Déjà que je suis comme tout le monde à savoir que j'ai affreusement peur de retrouver les lieux de mon enfance. J'ai affreusement peur de retrouver mon amour de jeunesse. Mais là, je vais devoir vivre tout ça avec en plus les caméras de France 5 à mes trousses qui filment mon visage pendant tout ça. Quelle horreur! Comment me tirer de ce cauchemar? Bon, alors je me fais une religion, je me dis, bon Amélie, il y aura une caméra tout le temps, c'est pas grave, qu'est-ce que la caméra sait de toi? Tu as déjà été filmé dans la vie, la caméra filme exactement la surface. Qu'est-ce que la caméra sait ce qui se passe dans tes émotions les plus intimes? Donc, pars du principe que ça n'a aucune importance. Oui, la caméra sera toujours tout le temps là, mais tu seras la seule à savoir à quel point tu seras bouleversée. Je me fais cette religion, moyennant quoi les choses se passent formidablement. Je retrouve la nounou, je retrouve le fiancé, tout est parfait, peut-être même grâce à la caméra. Parce que du coup, j'ai eu l'impression qu'à plusieurs moments, vous soignez l'apparence, Ben oui. et il y a une différence entre l'apparence et ce qui est vécu. Mais oui, parce que malgré tout, je suis un être qui a un minimum de tenue, et donc quand je retrouve ma nounou, moi qui ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps et de m'évanouir dans ses bras, je me dis, tu peux quand même pas, il y a la télé, donc c'est vrai, la télé ne sait pas ce qui se passe au fond de toi, mais quand même tu vas pas hurler et sangloter et tomber par terre devant la télévision, donc tiens-toi. Je me tiens, mais de justesse. Hein. Finalement, c'est grâce à la télé tout ça, je n'aurais pas pu le prévoir, ce coup-là. Donc la télé est l'apparence et le livre, ce qui est derrière l'apparence. Oui, c'est là que, donc finalement, il y a ce paradoxe qui apparaît. Je rentre en France après le tournage du reportage, et j'ai conscience qu'un miracle a eu lieu. Tout a été parfait, j'ai retrouvé mon enfance, j'ai retrouvé ma jeunesse, je ne suis pas déshonorée. Les gens m'ont reconnu, c'était bien moi finalement. Et en même temps, quelle trace restera-t-il de tout ça? Un documentaire probablement très beau, mais que je n'ai pas vu, et les gens ne sauront pas comment ça a été à l'intérieur de moi, comme ça a été fort, comme ça a été l'une des expériences les plus fortes de ma vie, mais comme n'importe qui d'entre vous qui retrouverait sa mère dont il aurait été arraché à l'âge de 5 ans ou son amour de jeunesse. Et j'éprouve le besoin de fixer tout ça sur le papier parce que il y a cette phrase de Virginia Woolf, il ne s'est rien passé aussi longtemps qu'on ne l'a pas écrit. C'est comme si l'écrit était la seule trace crédible pour moi de ce qu'on peut vivre. Est-ce que ce livre, vous l'avez en partie écrit à l'attention justement des personnes que vous avez retrouvées au Japon? Il y a peut-être la nounou, mais il y a surtout Rinery, parce que vous redoutez le moment des retrouvailles de Rinery, pour plusieurs raisons, notamment à cause de l'idée d'Adam, savoir comment est-ce que lui, il a lu l'histoire. Et d'ailleurs, les retrouvailles sont assez étonnantes. Ça rejoint le temps, je trouve, décalé entre le temps d'attente et le temps où il se passe quelque chose. Oui. C'est-à-dire qu'il vous propose un pèlerinage dans Tokyo sur vos lieux de mémoire. Oui. C'est très bien. Il est complètement fou parce qu'il le propose à pied dans une ville aussi vaste que Tokyo. Et le chapitre s'écrit comme cela.
C'est tu te souviens là, tu te souviens là, tu te souviens là. Oui. Et il faut un deuxième temps pour que ça se déclenche et que vous parliez vraiment qu'est-ce que vous êtes devenus l'un et l'autre après. Oui. Avis à la population, toute personne qui aura regardé la télévision samedi, quel jour? Il y a un samedi récent où le fameux Ridri est passé à la télévision française. Moi, j'ai pas la télé. Mais il paraît qu'il est passé à la télévision française, mon ex-fiancé, parce qu'il a épousé une Française et qu'il y avait un reportage de France 2 sur les Français du bout du monde. Et le reportage était évidemment consacré à sa fiancée. Et alors, les gens ont vu mon fiancé de mes 20 ans. C'est drôle. Et là, c'est drôle parce que depuis Fukushima, il est devenu un obsédé du compteur Gégère, évidemment, pour savoir la radioactivité de toutes choses. Donc, il passe tout au compteur radioactif, y compris la fiancée. Vous vous rendez compte que si je ne l'avais pas quitté, je serais passée au compteur Gégère tous les jours. Vous partagez ça avec lui, avec le Japon, une certaine intimité avec l'Apocalypse. Bien sûr, si j'étais restée au Japon, moi aussi, j'aurais mon compteur Gégère. Combien faites-vous en Gégère, cher Arnaud? Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas ce compteur, alors. On va voir. Vous retrouvez donc quelques-unes des personnes qui ont compté pour vous dans vos 2 précédents séjours au Japon. Mais j'ai trouvé quand même que finalement les Japonais étaient assez peu présents dans ce livre. C'était surtout les rues, les lieux et les villes. C'est-à-dire que, par définition, quand on aime profondément quelqu'un, on ne peut pas aimer 36 personnes. Enfant, j'aimais une personne, c'était ma maman japonaise. Jeune fille, j'aimais une personne, c'était mon fiancé. Ça fait jamais que 2 personnes. Donc, les gens de l'entreprise où j'ai passé stupeur et tremblement, c'était pas mes meilleurs amis. Hein. Sans doute que, franchement, ils n'ont pas dû garder un souvenir formidable de moi, et moi non plus. Donc, n'étant pas masochiste, je ne suis pas allée les retrouver. Mais c'est quand même un livre d'amour sur les villes. Il y a Tokyo, il y a les cerisiers au printemps, et il y a Kobe. Mais c'est ça, jeune homme, quand vous atteindrez mon grand âge, vous comprendrez que les souvenirs d'amour ne sont pas tous des bons souvenirs. Bon, bien sûr, on se souvient de la beauté, on se souvient de l'amour, mais l'amour et la beauté sont faits de tas de souvenirs atroces. Il y a eu des jours de travail épouvantables. Alors, à cause de stupeur et tremblement, il y a eu des gens pour croire que j'étais anti-japonaise. Mais non, bien sûr, le Japon, c'est le pays que j'aime le plus au monde. Mais l'amour est fait de toutes sortes de choses. Et l'amour est fait aussi de très mauvais souvenirs. Et quand vous êtes retourné au Japon, quelle ville ressemblait le plus à votre Japon? Parce que là où vous avez vécu, c'est devenu la banlieue de Kobe, c'est complètement changé. Mais il y a cette ville de Kyoto qui rassemble toutes les âmes et toutes les histoires du Japon. Kyoto n'a pas du tout changé. C'est ça qui est extraordinaire. Le tremblement de terre de Kobe n'a pas concerné Kyoto, qui est pourtant tout proche. Kyoto est toujours cette ville incompréhensible, mélange de la plus extrême beauté de la planète et de l'horreur, parce qu'au milieu de la plus extrême beauté de la planète, il y a des banques, il y a des entreprises, il y a la mafia. Les villes extrême-orientales n'ont pas la même façon que nos villes d'être belles. On conçoit tout à fait en Extrême-Orient qu'on puisse mélanger la plus extrême beauté avec la plus extrême laideur, et il n'y a pas de contradiction. C'est comme ça. Natsukashi, qu'est-ce que ça veut dire? Natsukashi, c'est le titre de mon livre, c'est la nostalgie heureuse. Petite, je parlais japonais, du moins je croyais parler japonais. Il faut comprendre, il y avait une ambiguïté. J'avais également 2 femmes, ma maman japonaise et ma maman belge. Je devais établir quand même un point commun entre ces 2 femmes, le langage. L'une parlait japonais, l'autre parlait français, je ne vais pas dire belge. Donc, moi j'avais compris que quand l'une disait Natsukashi, ça voulait dire quand l'autre disait nostalgique. Grande erreur sur laquelle j'ai battu ma vie. J'ai été arrachée au Japon quand j'avais 5 ans et j'ai continué à dire je suis japonaise, je suis japonaise. Peu m'importait la perplexité que je lisais sur les visages des gens. J'étais japonaise parce que j'avais la poitrine meurtrie de cet arrachement. Et j'étais persuadée de l'être. Je retourne au Japon à l'âge de 21 ans, ça donne les désastres que je raconte dans Stupeur et Tremblement et une vie d'Adam. Je requitte le Japon. Je reviens en sursaut, puis je reviens dans ce fameux voyage. Et là, je continue à raconter aux journalistes japonais que je suis japonaise par la nostalgie. Et je replace le mot Natsukashi. Je vois l'interprète japonais qui traduit mon japonais Natsukashi par l'américain nostalgique. Je pense, mais cet interprète se fiche de moi. Je l'interromps. Je dis,
excusez-moi, je parle peut-être japonais comme une vache espagnole, mais j'ai bien reconnu que vous ne disiez pas ce que je disais. Hein. Moi j'ai dit Natsukashi, vous avez dit nostalgique, et là, Natsukashi, ça veut dire Natsukashi, ça veut dire nostalgique, vous n'avez pas besoin de le mettre en américain pour que vos compatriotes comprennent. Et là, l'interprète me regarde avec un grand sourire en disant « Je suis désolée, quand vous employez ce mot, vous avez un air désespéré, donc vous faites allusion à ce sentiment occidental qui s'appelle la nostalgie. Chez nous, Natsukashi, c'est un sentiment heureux. Nous, quand on se souvient du passé, nous sommes heureux. Vous êtes occidental, quand vous vous souvenez du passé, vous êtes malheureuse. Donc ce n'est pas le même mot. » Et là, je me suis dit mais voilà pourquoi j'ai tout raté, voilà pourquoi je suis une japonaise ratée, c'est parce que je n'ai pas compris que la nostalgie était un sentiment heureux. Il est grand temps de s'y mettre. Ce livre est mon premier exercice de nostalgie heureuse. Très difficile. C'est très difficile parce que pour moi la nostalgie a toujours coïncidé avec les pleurs, avec le sentiment de la perte, avec le sentiment de l'arrachement. Et maintenant il va bien falloir me mettre dans la tête que être nostalgique c'est bien. C'est la poursuite du bonheur. C'est très difficile de commencer à mon âge à être nostalgique, de façon heureuse. Vous commencez effectivement par ce livre, mais est-ce que ce retour au Japon et puis ce livre a changé la manière d'ailleurs dont vous vous sentez japonaise? Oui, c'est-à-dire que maintenant je perçois encore mieux à quel point je suis amateur en ce domaine. À la fois c'est trop tard. C'est trop tard de comprendre à 44 ans ce qu'était sa véritable nationalité. Et à la fois, je ne peux pas dire que je sois tout à fait occidentale, je peux encore moins dire que je suis tout à fait belge. Vous savez, la Belgique, ce pays de bon vivant, je suis les deux. Je suis les deux. Je ne peux pas choisir. Quand je suis au Japon, je me sens furieusement belge. Quand je suis en Belgique, je me sens furieusement japonaise. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Donc voilà. Est-ce que ce livre a quand même changé quelque chose en vous, dans votre manière de penser le Japon, de vivre le Japon? Ça a certainement changé quelque chose parce que parmi les pathologies dont je souffre, il y a un très grave sentiment d'irréalité. J'ai un problème avec la réalité, avec toutes les réalités, à commencer par la mienne. Je ne suis pas sûre d'exister. Vous n'imaginez pas comme c'est douloureux. J'ai des crises de non-existence qui sont affreuses. Et je vais au travail aux éditions Albin Michel à Paris. C'est tout près de la Fnac Montparnasse. Je crois que la Fnac Montparnasse me déteste. Parce que quand j'ai des crises d'irréalité, je me rends en courant à la Fnac Montparnasse parce que le seul antidote que j'ai trouvé contre mes crises d'irréalité, c'est d'aller au rayon dictionnaire de la Fnac Montparnasse, d'ouvrir les dictionnaires Robert et Larousse à la page N pour voir Notombe et voir Notombe, Amélie, etc. Quand j'arrive à l'entrée Notombe, Amélie qui est dans le dictionnaire, je me dis, tu vois que tu existes. Tu te rends compte ce truc de dingue, t'es dans le dictionnaire, quoi. Si t'es dans le dictionnaire, c'est que il y a même 2 dictionnaires qui parlent de toi, Larousse, Robert, tu vois, tu vérifies. Ils n'auraient pas parlé de toi si tu n'existais pas vraiment. La crise est tellement grave qu'il ne me suffit pas d'ouvrir un Larousse, ni un Robert. Je dois tous les ouvrir pour vérifier qu'ils ont tout. Donc j'ouvre tous les plastiques, vous imaginez. Et j'imagine pendant ce temps-là la caméra de surveillance qui observe ce personnage qui déchire tous les plastiques des Larousse et des Robert, parce que je suis en crise de non-existence. Eh bien, je dois dire que depuis mon récent voyage au Japon, j'ai moins déchiré les couvertures des Larousse et des Robert, puisque j'ai trouvé au Japon toutes ces traces de mon existence, qui ne prouvent pas réellement que j'existe aujourd'hui, mais qui prouvent qu'au moins, dans un lointain passé, il a existé une petite fille ou une jeune fille qui a existé dans ce pays. Parce que finalement, il y a assez peu de traces. Il y a la photo, il y a des lieux, il y a des mémoires, hein, mais c'est des traces assez fragiles. Oui, mais en même temps, c'est inimitable. Une photo de classe, vous ne pouvez pas la simuler. Vous pouvez faire beaucoup de fausses sur Terre. Vous ne pouvez pas faire une fausse photo de classe. La photo de classe, elle m'a fait beaucoup de bien. Ça s'appelle donc la nostalgie heureuse. Merci beaucoup, Amélie Notombe. Merci à vous.